Moi, je milite pour que chaque pays puisse nourrir sa population, et j'ai même plus loin que ça. Il faudrait presque que chaque territoire puisse nourrir sa population. En fait, on retrouve un côté vivant dans ce qu'on fait, un côté vrai. Si au début ils m'ont pris pour un fou, aujourd'hui je pense que le conventionnel, aussi dur soit-il dans sa tête, est obligé d'admettre qu'on peut produire bio et produire bien en bio. La polyculture élevage, pour moi, c'est fondamental, quoi. Moi, je ne me verrais pas... je pense que la nature, elle est déjà comme ça, quoi. Dans la nature, il y a à la fois l'animal, le végétal, et il y a la terre. Et tout ça, ça marche ensemble. Et je ne vois pas pourquoi sur une ferme, on couperait les choses, on se spécialiserait, quoi. Je me sens paysan complètement. Paysan bio, paysan avant tout parce que on a en France une population, 90% des gens vivent en ville. On sait bien que ces gens-là, ben voilà, ils ont besoin de manger. Et je veux dire, moi ça me questionne beaucoup quand on me dit que voilà, on trouve des pommes qui viennent d'Argentine, bio, pas bio d'ailleurs, hein. Ça me questionne beaucoup. Je me dis, un pays qui n'est plus capable de nourrir sa population, qu'est-ce que ça veut dire? C'est grave, quoi. Ça veut dire que dans 500 ans, il y aura des pays, chaque pays sera spécialisé. Le pays qui va nourrir les autres pays, il aura un pouvoir de vie et de mort. Enfin, voilà, ça me semble tout ça très important et très grave en même temps. Et je me dis, moi je milite pour que chaque pays puisse nourrir sa population, et j'ai même plus loin que ça. Il faudrait presque que chaque territoire puisse nourrir sa population. Et donc moi je crois beaucoup aussi au circuit court. Alors il y aura bien quelques produits sur lesquels on fera exception, mais travaillons pour que localement la production agricole soit là. Allez! 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 Voilà. Donc là, ça va déjà être plus facile pour travailler. Bon, alors, c'est parti. Le 33, le 09, le 27. Donc si tu en trouves un, tu me le dis. Donc le 27, il est là. Hop, c'est pas compliqué. Mon coco, là. Tu peux me le tenir, s'il te plaît? Juste comme ça. Non, tu le tiens debout, là, comme ça. Voilà. Je vais chercher une ficelle, juste à côté. Tu sais comment on attache les moutons, non? Ah non. Tu sais pas? Ah non. Alors déjà, tu vois, tu fais les deux pattes de derrière. Donc là, il aime... Bouge pas, voilà. Il aime pas trop qu'on lui attache les pattes, mais bon. Voilà. Ça, c'est un peu... 2 par 2, c'est ça? Attends, je vais le tenir. Non, laisse-moi faire. Voilà, ce sera mieux comme ça. Bouge pas. C'est bon, tu peux lâcher. Voilà. Parce que tu vois, quand il est assis, il bouge pas. Quand il est couché, il va se débattre, quoi. Ah d'accord. Voilà. Donc tu fais ça. Ah oui, ça c'est... Et puis après, tu prends une troisième patte. Mais jamais la patte de gauche, parce que là il y a le cœur. Ouais. Donc tu mets la patte de droite, tu fais comme ça. Les 4 pattes, les 4 pattes. Non, non, non. Ah, jamais les 4. Ah bon? 3 ça suffit, hein. Ouais. Ça revient au même. Hein.
Voilà. Ça, c'est un professeur qui parle. Ben oui. Il faut absolument laisser celle du cœur ouverte pour qu'il puisse respirer, quoi. Ah, d'accord. C'est la bonne viande, ça. C'est bio. Elle est meilleure que celle qu'on achète chez le boucher. Voilà. Ça, Et j'ai des moutons bio aussi. c'est Et le ils ne 27. mangent pas de granulés. Moi, j'achète jamais granulés. On ne sait pas qu'est-ce que c'est comme granulés. Eux, ils disent que c'est de la luzerne, mais c'est faux. J'y crois pas, ça. Pourquoi? Parce que dans le poulet que je mange moi-même, il y en a en Algérie des poulets, c'est le même qu'ici parce qu'ils leur donnent du granulé. Voilà. Ah, Donc ça, c'est le numéro 27. 27. allez, on charge. Un coup de main? Bah oui, hein. C'est là que je me rends compte que je ne les ai même pas vendus assez cher. Quand je les soulève, là, mais ils sont tellement lourds, mais j'aurais dû les vendre 20 € de plus. Oh, c'est pas possible, ça. Je sais qu'ils ont rigolé, pas mal de gens qui m'ont vu. Bon courage. Merci. Il y a une reconnaissance du bio qui est très forte, quoi. Et moi, j'aurais jamais pensé ça il y a 20 ans. Ça, c'est évident, quoi. Attends, j'arrive. Attends un petit peu. Ça me rend heureux, voilà. Heureux. Je suis content, oui, quelque part. Après, je suis aussi des fois un peu mal à l'aise de ne pas produire davantage. Parce que l'agriculture biologique, c'est une agriculture qui crée des emplois, donc qui embauche, alors que l'agriculture conventionnelle perd ses emplois. Donc dans un contexte comme on est en ce moment, je veux dire, ça ne peut que donner du crédit à ce type d'agriculture, mais c'est vrai qu'on peut d'un côté, on peut regretter que ça n'aille pas plus vite, on voudrait être 100% en bio demain, et je me dis en même temps, il faut maîtriser ce développement. Donc ça ne sert à rien de vouloir brûler les étapes, il faut aussi que... Je veux dire, l'agriculture biologique, c'est pas seulement le paysan, hein, c'est aussi les coopératives, c'est aussi les marchands d'engrais, notamment d'engrais chimiques. Ben voilà, demain, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Il faut qu'ils se reconvertissent, donc il faut des prises de conscience, il faut des formations. Voilà, c'est tout un environnement, c'est toute une micro-société qui doit évoluer. Et bien sûr que moi, je souhaiterais qu'on soit à 10-15% aujourd'hui. Mais en même temps, je me dis, je préfère qu'on soit à 5% d'une façon solide, plutôt que 15% artificiellement, sans savoir demain si les filières d'achat seront là, si les paysans qui seront en bio pourront vendre au juste prix, hein, parce qu'un produit bio, c'est quand même un produit qui demande plus de travail qu'un produit conventionnel. C'est des questionnements quoi, que j'ai au fond de moi. Mais ceci dit, voilà, je suis heureux d'être en bio toujours au jour d'aujourd'hui, de pouvoir en vivre, et puis de sentir qu'il y a une reconnaissance de la société, quoi. Allez, dans la voiture. Bonne fête! On va déjà nettoyer un petit peu ça. Voilà. Comment ça se met? Et je crois que c'est comme ça. Voilà. Donc déjà, ça doit ressembler à quelque chose. On pourrait pas la mettre en hauteur. C'est parti, hein. On fait un essai.
Là, il y a quoi? La moitié d'un big bag. Là, on a 400 kilos, au moins. Ce qui est sympa, c'est de pouvoir ressemer sa production. D'un point de vue économique, ben, c'est tout bénéfice. Voilà. Il faut préserver aussi des choses que nos grands-parents ou arrière-grands-parents ont réussi à acclimater. Hein, une variété, elle n'est pas arrivée comme ça en tombant du ciel. Hein. Elle a été, si elle est acclimatée à telle région, c'est parce que ben, les anciens, ils ont pris du temps et des générations pour la sélectionner et puis pour trouver les variétés adaptées à telle et telle région. Donc voilà, on est dans un processus où on compose avec l'environnement, avec la nature, avec le climat, et on n'impose pas une variété, un maïs OGM ou un maïs hybride, qui n'a rien à voir avec la région, mais qu'on va mettre là parce que lui, il produit 120 kg à l'hectare. Ben voilà. Pourquoi? Pour uniquement la rentabilité, le profit. Pour moi, c'est pas galéré que d'utiliser du biomatériel. Il faut aussi savoir adapter le matériel à la situation de la ferme. Je crois que c'est comme ça qu'on s'en sort économiquement. Ça, c'est une prairie qui a été semée mi-septembre. Là, j'avais une céréale avant, et puis elle commençait un petit peu à salir au niveau des adventices et compagnie. Donc j'ai semé un mélange à l'automne, là au mois de septembre. J'ai semé un mélange de 3-4 graminées et puis 4 légumineuses, je crois. Donc c'est une prairie, ce qu'on appelle une prairie temporaire. C'est-à-dire qu'elle sera déjà productive l'année prochaine. Étant semé à l'automne, au printemps, je pense que je ne mettrai pas les animaux, mais je pourrais faire une coupe de foin. On n'a pas intérêt, si tu veux, quand elle est trop jeune, à mettre les animaux, parce qu'après, le mouton, c'est un animal qui mange avec ses dents, qui mange très très ras, et qui a tendance à arracher un petit peu l'herbe. Donc au printemps, dans les terres humides comme on a là, les petites plantules, elles seront encore un peu fragiles, quoi. Et puis elles sont vraiment très productives en deuxième année. Puis au bout de 5 ans, après, en général, je les retourne pour mettre derrière soit une céréale comme le blé que je vends après, là, hein, une céréale de vente, soit une céréale pour l'autoconsommation, pour la ferme. Voilà un peu comment je travaille. Et puis après, c'est réfléchir comment tu vas faire pour que les plantes que tu as semées, elles prennent le dessus et deviennent prioritaires. Donc il y a plein de choses à observer comme ça et ben, je trouve que c'est passionnant, quoi. Tu peux passer ta journée. Alors j'y passe pas trop de temps quand même parce qu'il faut travailler quand même. Allez hop, c'est parti. Alors les grandes, ah, c'est pas pour vous là. Pas encore. Pas encore, pas encore. Ah, ça va venir. Allez, viens la clinique, tiens. La petite récompense du matin. Oui, mon grand. Doucement, doucement. Bon, c'est une façon de voir si tout va bien. Hein. Ils adorent. Hein. La première utilité au niveau des chevaux, c'est la production de fumier qui me permettra de faire du compost et qui me permettra ensuite de fertiliser un peu les terres. Il y a une partie de la bergerie que j'ai transformée en stabulation. À partir du mois de novembre, je les rentre. Donc ils ont accès à une parcelle derrière, mais après je mets du foin en permanence l'hiver dans la stabulation. Donc ils sont beaucoup à l'intérieur, même s'ils peuvent sortir. Je leur mets pas mal de paille. Donc ils sont plutôt bien logés. Et c'est bien la grande. Et après, ben, au printemps, je me retrouve avec une quantité assez intéressante de fumier. Et après, ben, ce
ce fumier, je le transforme en compost. Et puis ça me fait une grande partie de ma fertilisation pour l'année suivante. Parce que ce qui se passe, c'est que les brebis, elles me font aussi un peu de fumier, mais pas comme elles sont beaucoup dehors, elles aussi. Et souvent, j'en ai pas assez, quoi. Oui, oui, ça vient, ça vient. Alors les gourmandes. La race Lagnotte, c'est une race, bon voilà, c'est comme il y a beaucoup de races un petit peu qui ont failli disparaître du paysage. Elles ont failli disparaître parce que c'est des races qui mettent du temps à grossir, à devenir adultes. Moi, mes agnelles, je les mets en production dans leur deuxième année. Tous les éleveurs que je connais, les agnelles, les reprises, elles sont embellies dès leur première année, quoi. Voilà, je suis un peu dans cette dynamique-là, de ne pas rechercher forcément la productivité en permanence, tout en ayant conscience que les paysans, c'est quand même produire, mais avec des produits de qualité. Et si on veut des produits de qualité, il faut avoir une relation avec la terre qui soit saine, qui soit plus que respectueuse, qui soit vraiment dans une espèce de symbiose un peu dynamique où chacun trouve un peu son compte. Je suis là pour que la terre elle soit fertile, pour que derrière moi, avec mes enfants, elle soit toujours aussi fertile. Si possible, si elle pouvait être plus fertile, eh ben, ce serait drôlement bien, quoi. Pour moi, une terre en bio, c'est pas lui apporter du compost bio ou du fumier bio, c'est pas ça. Je dis pas que je ne le fais pas un petit peu, mais ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est faire un engrais vert que tu vas broyer, mélanger à la terre, et là pour le coup, tu donnes à manger à ta terre, tu vas la nourrir ta terre. Et après, la terre elle sera fertile, et les plantes elles vont directement aller puiser dans la terre ce qu'elles ont besoin. Je ne suis pas tous les 4 matins à retourner ma terre, à la travailler, elle a besoin de vivre à son rythme, quoi. Quand je me suis installé, la ferme était dans un système de production intensif. Donc on mettait pas mal d'engrais, de produits de traitement. Et même on a augmenté l'intensification des productions quand je me suis installé. Parce que moi, avec ce que j'avais appris à l'école, il fallait, pour que ce soit plus rentable, mettre plus d'engrais, mettre plus de traitements, acheter ses semences à la coopérative, acheter des semences certifiées. Et puis en faisant tout ça, on était dans le coup entre guillemets. Les vaches étaient renfermées en bâtiment 12 mois sur 12. Donc on faisait de la production de lait avec des vaches qui ne sortaient pas dehors. Mais bon, tout le monde faisait ça à ce moment-là. Aujourd'hui, c'est encore 90% des gens qui font comme ça. Et on fait partie des peut-être 10% de personnes qui ont changé leur méthode, où on est revenu vers des méthodes plus naturelles. Au départ, nos animaux, on avait des animaux qui étaient malades, donc on s'est dit peut-être que si on les remettait au champ, si on faisait du pâturage, on arrivera à résoudre ce problème d'animaux malades et de mortalité. On avait des mortalités d'animaux, donc on s'est dit on va essayer de les remettre dehors. Et puis quand on a remis les vaches dehors, au début elles étaient un peu folles parce qu'elles n'étaient plus habituées d'aller au champ, donc c'était un peu compliqué pour les garder dans les prés. Mais petit à petit elles se sont habituées. Et on s'est rendu compte qu'on gagnait un peu sur la santé des animaux, mais qu'on gagnait aussi énormément au niveau économique. On consommait moins de paille, on améliorait la vie de notre sol, on dépensait moins de fuel parce que les vaches allaient chercher l'herbe dans les champs. Et à chaque fois qu'on a été dans ce sens-là, on s'est rendu compte qu'économiquement, on gagnait plutôt mieux notre vie qu'avant. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on a une ferme où on arrive à vivre à 6 dessus sur 140 hectares et ça fonctionne.
bio ou pas bio, j'ai le même travail. Par contre, je vois, il y a plein d'insectes enfin, qu'on ne voyait plus, même des animaux, tout ça qu'on ne voyait pas tellement, qu'on revoit maintenant. Même les oiseaux et tout ça qu'on ne voyait plus dans le coin et qui reviennent. Et moi, depuis que je suis là, les vaches allaient au champ, donc il y avait déjà de la prairie. Je pense qu'elles sont plus heureuses là que renfermées toute une journée. Maintenant, après, c'est chacun son point de vue, mais je pense quand même qu'elles sont plus heureuses. Elles peuvent gambader. Enfin, moi, je me sentirais plus heureuse à être dehors qu'à être enfermée toute une journée. Allez! Allez! Allez, viens! Allez! Je vais passer derrière les vaches. Allez. Il y en a combien à la traite là? L'agriculture intensive industrielle, c'est 40-50 ans. Donc c'est 2 générations. Donc les gens en place aujourd'hui dans les fermes n'ont même pas vu faire leurs parents. Donc on sent qu'il y a des gens qui sont prêts à se remettre en cause, mais qui aujourd'hui, ils n'ont pas les clés pour le faire, puisqu'ils sont dans un système global où il faut faire un peu un deuil déjà de ce qu'on a appris et de ce qu'on a cru qui était vrai, et un deuil sur ce qu'on a fait. Il faut être capable de dire bah oui, je me suis trompé, j'ai fait des choses mais c'était peut-être pas bien. Et ça, c'est pas facile. Allez! L'agriculture chimique, le défaut qu'elle a, c'est qu'elle fait rêver. Parce que les premières fois qu'on l'utilise, comme on a un sol qui est vivant, donc on se dit bah, c'est extraordinaire. Donc on veut continuer, même encore plus. Et petit à petit, on est en train de détruire notre sol. Donc comme on est en train de détruire notre sol, plus ça va, bah, moins c'est extraordinaire. Mais si vous allez à une réunion de coopérative, cette année ça n'a pas marché, mais ça vient de la météo, ça vient de ceci, ça vient de cela. Personne ne va vous dire que ça vient du fait de mettre toujours plus de produits, bah, vous ne vous remettez pas en cause là-dessus. Puis après, il y a toujours, oui mais c'est que ce produit-là ne marche plus, mais on a un nouveau produit. Le nouveau produit qui est mieux que l'ancien produit. Comme les lessives, on regarde il y a toujours les nouvelles lessives, on a l'impression que depuis le temps qu'elles sont mieux, rien qu'à voir le baril, les vêtements devraient être lavés déjà. On s'est réappris à travailler avec la nature, à travailler avec les saisons, à travailler avec le sol, à aussi travailler avec tous les handicaps qu'on a au long de l'année. La météo, les maladies, et c'est pas aux produits chimiques, à la mécanique de contrôler ces handicaps. C'est à nous de s'adapter à la nature et aux problèmes qu'on rencontre. Sur une culture, quand on a fait des produits chimiques, on se sent obligé d'avoir un rendement, d'avoir un résultat vraiment technique au top. Et quand on n'a pas tous ces intrants qui sont rentrés sur l'exploitation, on se dit que c'est nous qu'on a fait le résultat. C'est ça qui est vraiment agréable quand on est en agriculture biologique.
C'est un maïs qui est adapté, qu'on sélectionne et qu'on cultive depuis 8 ans sur la ferme et qu'on a adapté à nos méthodes de travail, qu'on a adapté à nos sols, mais qui a été conduit en bio, donc avec juste un petit peu de fumier et semé derrière une prairie. C'est la vie du sol qui a permis de nourrir la plante et pas quelque chose qui aurait été apporté de l'extérieur, comme des engrais, de l'irrigation. Un sol comme ça, c'est un sol vivant, où les vers de terre ont fait leur travail, où la vie qu'il y a dans le sol nous permet d'avoir des éléments nutritifs disponibles pour la plante. On va garder une toute petite partie pour faire la semence de l'année d'après, mais ça c'est quelques centaines d'épis. Et puis le reste, on va le broyer pour faire ce qu'on appelle de l'ensilage. C'est une conservation acide sous une bâche et ce qui va nous permettre de nourrir les animaux cet hiver. Donc on va donner du maïs du mois d'octobre-novembre à partir du moment où il n'y a plus d'herbe dans les prés jusqu'au mois de mars que l'herbe revienne. Ça c'est un maïs hybride qui va faire un bon rendement mais qui a été sélectionné pour avoir des engrais chimiques. Le traitement chimique il n'est pas très haut. Il ne couvre pas bien le sol, donc si on ne met pas un désherbant pour enlever les herbes, l'herbe va complètement concurrencer le maïs. Donc ces maïs-là qui sont plus volumineux vont plutôt concurrencer les mauvaises herbes et vont supporter qu'il y ait quelques herbes. On voit que le champ est nickel. Une année sèche, un maïs comme ça, sans irrigation, il aura du mal à s'en sortir. Il peut faire des rendements assez faibles. Les deux, c'est des maïs, et pourtant, ce n'est pas du tout les mêmes plantes. Donc ma variété, la Vergne, il y a des grains blancs, il y a des grains jaunes, il y a des épis tout rouges, il y a des épis avec des couleurs, il y a des grains roux. Donc, alors que le maïs hybride est en général toujours jaune. C'est un choix des semenciers, il est complètement arbitraire. Alors qu'à l'origine, le maïs peut être blanc, peut être bleu, peut être de toutes les couleurs. Nous, avec ces maïs-là, on arrive à un résultat au bout de seulement de quelques années qui est assez impressionnant. Et si on avait travaillé sur ces variétés-là depuis 50 ans, au lieu de travailler sur les hybrides, on aurait aujourd'hui des résultats largement équivalents au rendement des maïs hybrides avec ces populations-là. Mais on n'a pas travaillé là-dessus puisque les semences sont reproductibles et ça, c'est pas intéressant pour les semenciers. La vente des semences, c'est quelque chose de très juteux. Les semenciers vendent les graines 50 fois le prix des graines à l'origine en alimentation animale. Et c'est une économie énorme. La modernité aujourd'hui pour moi, c'est pouvoir sortir du lait, de la viande, des produits laitiers parce qu'on fait de la vente directe, sans avoir de produits qui viennent de l'extérieur, puisque les produits qui viennent de l'extérieur, par exemple, l'azote, c'est des sources épuisables, on a des stocks à 50, 100 ans au niveau mondial. Donc toutes les agricultures qui utilisent ces produits-là devront s'en passer dans 50 ans. Donc celui qui y arrive dès aujourd'hui, ça pour moi c'est moderne. Nous on se définit comme étant dans un système autonome économe. Autonome parce que on n'achète pas de l'extérieur. Et puis économe parce que on essaie d'économiser, que tout ce qui est donné soit aux vaches ou au sol. On essaie de faire passer le message parce qu'aujourd'hui il y a de moins en moins d'agriculteurs. Il y a des agriculteurs qui sont en faillite, qui sont en situation d'échec. Il y a des fermes, on dit, elles sont pas reprenables parce qu'il n'y a que 60 hectares. Et c'est pas vrai, on peut vivre sur cette surface-là, mais en faisant d'autres méthodes. Quand on était en système conventionnel, on allait sortir en revenu un SMIC et demi, je veux dire 1 500 € par mois net qui nous restait pour nous. Là, on est plutôt un peu plus élevé. Aujourd'hui, dans le système où on est, ça fonctionne bien, on est plutôt sur 2 000, 2 500 € net qui nous restent. Mais c'est surtout que le revenu est régulier et on n'a pas peur de l'avenir. Quand on a investi dans la fromagerie, ça c'est des investissements de fonds. Je n'ai pas eu de problème pour avoir mes emprunts à la banque. Ils m'ont dit tout de suite, ok, pas de problème, on vous suit, on vous prête de l'argent. Parce que même que j'ai 20 000 € sur la fromagerie par an à rembourser, ils savent que ça va rouler, qu'il n'y a pas de gros risques.
Donc ça, c'est une particularité de ces systèmes autonomes où on n'est pas dépendant des cours mondiaux. À un moment, on se dit, bah, je vais faire ce métier-là encore pendant une quinzaine d'années. J'ai l'impression d'être arrivé à, pas un aboutissement, mais à quelque chose qui fonctionne. On a envie aussi de se lancer des défis comme ça. On n'avait pas besoin de ce projet-là pour vivre sur la ferme. La ferme fonctionnait très bien comme elle était. Hélène, elle avait son travail à 10 km de chez nous, ça fonctionnait très bien. Mais c'est vraiment un projet qu'on a eu ensemble, donc on a voulu bâtir notre projet vraiment sur nos envies, c'est ce qui nous a fait construire. Oui, tout à fait. Moi, ça a été quand même difficile, hein. Les premiers temps ont été durs, parce qu'arriver à tout maîtriser, et puis le temps de travail, voilà, on ne l'avait pas estimé. Et puis au début, forcément, on passe beaucoup de temps, parce qu'il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, et puis aujourd'hui, on y passe beaucoup moins de temps. Mais par contre, le relationnel avec les clients, ça c'est absolument génial. Il y a des clients, c'est des clients, mais c'est presque des amis, quoi. Aujourd'hui, il y a vraiment un relationnel super intéressant. Ça, on n'avait pas du tout estimé ça. Non. Ça, on ne l'avait pas ressenti dans notre projet. On se disait, on va vendre en direct des produits, et on voyait des amis agriculteurs qui faisaient de la vente directe. Puis on trouvait ça rigolo, parce que quand il y avait des marchés, des trucs, on les voyait, on trouvait ça. Mais on ne savait pas ce que c'était. Et on ne pensait pas que ça pouvait être aussi riche. De celui-là non, est-ce que ce morceau-là vous irait? Oui, très bien. Une surprise. Ou demi-sel en 250 grammes ou 125 grammes. C'est ça qui est bien, parce que sinon c'est mieux. Merci. Et puis je crois qu'on a vraiment répondu à une attente, parce que les gens sont vraiment contents de venir là. Quand on voit qu'il y a 20 ou 25 personnes qui viennent à chaque ouverture de magasin ici, venir à la ferme, c'est... C'est une reconnaissance, on sent vraiment la reconnaissance de notre travail, parce qu'avant on faisait du pâturage, on essayait de travailler de manière le plus écologique possible, on essayait de créer de l'emploi, de dégager de la valeur ajoutée sur le travail de la ferme pour créer de l'emploi sur le territoire, ça nous plaisait bien. Mais on le faisait comme ça, on pensait que c'était bien, mais personne ne nous le disait. En fait, on retrouve un côté vivant dans ce qu'on fait. C'est vrai que les produits aujourd'hui issus de l'agroalimentaire, qui sont faits avec des produits agricoles, sont souvent des produits morts, au lait pasteurisé, des produits désinfectés, standardisés, emballés dans 3 couches de plastique. Et nous, ce côté vivant qu'on a dans la ferme, eh ben, on le retrouve dans nos produits, et je trouve que les gens ils ressentent ça. Merci. Voilà. Vous pouvez aller voir, hein, si les enfants veulent voir les petits veaux là. Ah oui, oui, on va aller les voir. On va aller les voir. Je pense qu'il a envie d'aller les voir. On va voir les petits veaux. Oui, puis les vaches aussi. Oui, on va aller voir les vaches. Allez, va. Mais moi, c'est les petits veaux. Oui, on va aller voir les petits veaux. Mais les quoi? Oui. Au revoir, monsieur là. Pousse ta main dessus sa tête. Pousse ta main dessus sa tête. Ah, il est gentil. Il a voulu te manger? Il a voulu te manger? Il est gentil. Eh ben alors, Titi.
On m'a toujours pris pour un fou. Alors, quand je me suis installé en 86 en lapin, déjà j'étais fou parce que personne ne savait ce que c'était qu'un élevage lapin. Ensuite, quand je me suis converti en bio en 2000, enfin en 98 avec les volailles et puis tout, alors là ça a été le point final. Il fallait m'enfermer ou presque parce que là, ça y est, d'après eux, j'allais bouffer la baraque dans les 2 ans à venir. Aujourd'hui, j'en reparle à ces gens-là qui me jetaient la pierre à l'époque. Même certains qui sont en retraite aujourd'hui, et je ne veux pas dire qu'ils sont en admiration devant mon travail, loin de là, mais bon, ils reconnaissent quand même que j'ai fait du bon boulot, et puis maintenant je suis bien dans ma tête, et je pense que c'est le plus important de tout. Là, quand je vais dans mes champs, quand je récolte ou quand je sème et autres, je sais que je travaille pour le bien-être de tout le monde. Ça ne me gêne pas de produire pour faire manger mes récoltes à mes volailles, que mes enfants ou mes petits-enfants mangent mes volailles, parce que je sais que c'est du bon. Je pense qu'on est plus projeté sur l'avenir avec des techniques telles que la mienne. D'abord, on a beaucoup plus à découvrir encore, parce que je pense qu'on améliorera nos techniques, on les améliore tous les ans, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Donc je pense, oui, que c'est plutôt une culture moderne. On est apprenti tous les ans. On découvre des problèmes, donc on essaie de faire face comme on peut. Et bon, on y arrive. C'est ce qui fait tout l'intérêt de l'agriculture bio. Je pense que rien n'est systématique. Tous les ans, il faut se remettre en question, enfin je dis tous les ans, plusieurs fois par an, sur toutes les productions, on se remet en question en permanence. Mais il faut que j'aille chercher de quoi couper ça, remettre un piquet neuf, de façon à relever le grillage pour pas qu'il passe. Et je sais que maintenant qu'ils ont trouvé le passage, déjà quand je suis arrivé, il y en avait plusieurs centaines qui étaient là. À mon avis, elles savaient pourquoi elles venaient. Donc dans 1 heure, il y en a déjà 200 ou 300 de rendus de l'autre côté. Donc là, je retourne à mon camion et je vais chercher le matériel que j'ai besoin. Il faut innover, il faut trouver des solutions à des problèmes qu'on découvre. Et entre producteurs bio, on communique beaucoup, on parle de nos problèmes, on parle de nos solutions. Et puis de fil en aiguille, on progresse. Hein. On améliore nos systèmes, nos techniques, nos matériels, parce qu'il faut souvent adapter nos propres matériels, parce qu'il n'y a pas le matériel existant sur le marché. Donc il faut modifier les systèmes qui existent. Mais c'est ce qui fait le côté passionnant du métier. On a un peu l'impression de faire un safari. Alors, j'apprécie tous les jours d'être en pleine nature, pas de bruit ou sauf exception, il y a les voisins qui oscillent, autrement le coin est quand même relativement paisible. Donc c'est vrai que j'ai souvent ça en tête. Je pense que le bonheur ça commence par ça. Mon métier, c'est un peu ça. Être dehors, faire à peu près ce que je veux quand je veux. Là, par rapport à mes ancêtres, je pense qu'ils peuvent être fiers de moi. Je pense que je respecte leur travail, leur terre. Ils peuvent pas me reprocher ni de la polluer, ni de
de lui nuire en aucune façon. Je passe sur ce côté. Mon père, il était agriculteur, forcément, pas bio, parce qu'à l'époque, je dirais que ça n'existait pas. C'était très peu répandu, et voire même chez nous, inconnu. Quand on parlait bio, c'était plus dans le sens du négatif que du positif. Mais dans les années 70, ceux qui étaient en bio, très souvent, c'était par état d'esprit, certes, mais à mon avis, par obligation aussi, parce que les moyens financiers ne permettaient pas de faire autrement. Donc, mon père, il a vécu ma conversion. Et puis, il a quand même vu l'exploitation tourner en bio pendant une dizaine d'années, 10, 11 ans même, avant de décéder. Donc, il était très fier de ça. Je ne sais pas s'il a cru dans le bio dès le départ, mais il a cru en moi en tous les cas. Donc ça m'a rendu heureux. Salut voisin. Bonjour monsieur Jean-Philippe. Ça va mon petit? Ça va? Ça y est, vous avez fini votre ensilage? Oui. On fait le même métier, soi-disant, mais on ne fait pas le même travail. Pas le même travail. Oui. On est agriculteur, mais c'est la seule similitude de nos métiers. Nous, on marche avec des produits phytosanitaires, on ne va pas se le cacher. Hein. On n'est pas bio, on est conventionnel. Mais on limite les usages comme on peut, quoi. Hein. De toute façon, on est obligé réglementairement. Il y a plein de molécules qui sont enlevées du marché, tout ça. Bon, on en emploie déjà moins, et puis vis-à-vis du coût. Hein. Pour garder nos marges, on est obligé d'en mettre moins. Hein. Et puis après, forcément, il faudrait être abruti pour ne pas y penser. Quand on met des produits phytosanitaires, on sait très bien qu'il peut y avoir des problèmes de cancer ou n'importe quoi. Mais ça, on le sait. On le sait. Bon, on ne peut pas faire autrement. Il faut vivre. Oui, oui, non, mais voilà, ça fait partie du système actuel. Hein, C'est vrai que le colza, bon, ça c'est une culture qui me... J'en fais un peu, parce qu'on peut pas... Ça devient compliqué. Mais oui, il faut tout le temps être branché sur le pulvé. Tout à l'heure, là, j'y vais, là encore, là. Oui. Je m'en sors plus de ça. Je monte pas sur le pulvé pour plaisir. Hein. Je le fais par nécessité. Point, voilà, chacun vit de l'agriculture avec un système différent. Mais tout le monde, je pense que lui, il est heureux dans son métier, moi aussi. Et puis le principal, il est là, le reste, c'est de la politique. Hein. Ah oui, oui. Ah ben je suis heureux dans mon métier, c'est bon. Oui, non mais voilà. Après, je suis un peu aigri quand on... C'est vrai que quand on traite les conventionnels de pollueurs, après là, ça me fatigue un peu. Il faut arrêter. On donne quand même une alimentation saine, à mon avis. Les gens ont vraiment peur de mourir de manger, mais ils n'ont pas peur de mourir de fumer ou n'importe quoi, qui est nettement plus dangereux que notre production conventionnelle. Il faut que les gens pensent aussi qu'ils ont besoin de nous pour vivre. Hein. Nous, on a besoin d'eux, mais eux, pour se nourrir, ils ont besoin de nous aussi. Ils arrivent le premier jour de leur vie. Et là, toutes les espèces arrivent au même âge. Par contre, après, les âges d'abattage diffèrent suivant les espèces. De 81 à plus de 100 jours pour les dindons, etc.
Mais le plus dur, c'est à l'arrivée où il faut que les bâtiments soient chauffés à une température élevée, enfin minimum 30 degrés, pour que les poussins se sentent bien et démarrent bien. Il faut les faire manger parce que là, forcément, quand ils arrivent, ils n'ont pas leur mère pour leur montrer l'alimentation. Les faire boire, il faut qu'ils bougent aussi pour trouver à boire. Donc c'est la partie la plus compliquée de l'élevage. Quand les volailles sont en âge de sortir, c'est de la surveillance à l'intérieur des bâtiments, tout ce qui est alimentation, ligne pipette pour l'abreuvement et entretien des litières. À part ça, on attend le soir pour les rentrer et c'est pas un travail à temps plein. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans le système bio tel que beaucoup de gens l'ont en tête, avec quelques volailles dans un coin de basse-cour qui vont pondre sur un petit bout de paille ou élever avec le blé de récolte. C'est un autre système, mais ce sont des volailles bio, 100% bio. Elles ont accès à l'extérieur autant qu'elles le veulent. Et si elles veulent rentrer, elles rentrent. Si elles veulent rester dehors, elles restent dehors. Elles sont alimentées avec de l'aliment 100% bio. Aucun antibiotique, aucun traitement allopathique. On ne peut pas faire plus pour le bien-être animal, on va dire. Et si on en reste à un système de production tel qu'il existait il y a 25 ans, je ne vois pas très bien comment on va produire suffisamment de volailles pour que les gens y aient accès. Là, il y en a 30 quintaux, 3 tonnes. Vu l'année qu'on a passée, je ne m'attendais pas à avoir un rendement comme ça. Ce qui m'inquiète, c'est le reste de la récolte. Parce que la météo ne nous aide pas beaucoup. On espérait couper beaucoup aujourd'hui et puis le soleil ne veut pas sortir. Donc si on n'a pas de soleil, on ne va pas couper, on ne va pas récolter. Et ça ne nous arrange pas. Tout est dans le champ ou presque. Donc la récolte reste à faire. Et ça va pas vite. Donc c'est pas la peine d'aller plus loin, c'est beaucoup trop humide. Si jamais la pluie dure encore quelques jours, il y a la moitié des têtes qui va disparaître. Le cœur est pas encore pourri, mais ça va être très rapide. Il y a tellement d'humidité que ça arrive à faire pourrir les têtes, mais ça va déclencher des maladies qui vont faire que la graine tombera avant qu'elle soit récoltée. Là, il n'y a que le soleil pour éviter ça, quoi. Et ce serait dommage parce que la récolte semble tout à fait correcte. Mais quand on parle d'aléas climatiques en agriculture, bio ou pas bio, on est tous dans le même bateau. On a eu des problèmes pour les semis parce que des parcelles comme ça ont été semées très tard déjà parce que l'eau était dans la parcelle. Mais au moment de la récolte, bio ou pas bio, si le tournesol est humide, il sera humide chez les autres aussi. Et on ne peut pas le vivre bien. Tu perds la récolte, c'est jamais agréable. Tu as passé 6 mois de l'année à cultiver une plante, à tout faire pour qu'elle pousse bien. Si tu ne peux pas la récolter, tu n'es pas content de toi, ce qui paraît tout à fait logique. Tout le monde peut comprendre ça. Ça représente 15% de mon chiffre d'affaires. Ça ne mettra pas l'exploitation en péril. Dieu merci, l'exploitation ne tient pas à une seule production. Si toute la production végétale n'était pas récoltable, que ce soit triticale, tournesol, maïs, ça ferait quand même pas une bonne année.
Aujourd'hui, quand on parle d'agriculteur, c'est vraiment un chef d'entreprise. C'est pas l'agriculteur qui s'est retrouvé dans le monde agricole parce qu'il n'était pas capable de faire autre chose, un autre métier ou autre. Travailler bien dans les champs, travailler le sol, c'est une chose, mais il arrive très souvent qu'on gagne plus d'argent à monter des dossiers, à préparer des demandes, etc., à faire de l'administratif qu'à cultiver nos terres. Ça peut paraître bizarre à certains, mais aujourd'hui, c'est ça. Ça se gère vraiment comme une entreprise. Je ne sais pas, est-ce que c'est paradoxal ou pas, je ne sais pas. Moi, le bio, j'en vis, je produis, etc., mais je ne suis pas bio fanatique, 100% bio dans ma façon de vivre, dans mon alimentation, dans les matériaux de construction, etc. Non, j'ai une ferme, mais je ne vis pas dedans. Ma ferme, c'est mon outil de travail, c'est pas mon lieu de vie privé, on va dire. On vit comme tout le monde. Moi, j'ai mon boulot, mon épouse a le sien. Après, quand elle débauche, moi je débauche, on est ensemble, et puis comme toute personne qui travaille. Hein.